Il a eu des comportements qui, moi, voilà, j'ai pas accepté. Donc, à partir du milieu de l'émission, on a arrêté carrément de se dire bonjour. Le soir, on s'est embrouillé avec tout le monde. En fait, tout allait très bien. Et en fait, il s'est servi de cette embrouille pour nous hurler dessus, avoir des comportements border, violents. Enfin, non. Non. Je voulais partir, je voulais prendre mes valises et partir. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et faites qui, moi, m'ont choquée. Pareil, il s'est embrouillé avec Ophélia un jour et j'ai cru qu'il allait lui en mettre une, quoi. Alors, quand j'ai avorté, j'ai ressenti comme un vide sur le moment. Et ce vide, j'ai eu du mal à le combler. Je cherche plus à le combler, mais j'ai cherché à le combler pendant très longtemps. Ouais. Puis j'ai dû faire une thérapie pour essayer de m'enlever ce manque en fait, que je ressentais au fond de moi. Cette interruption de grossesse, c'est un choix que tu as fait toi ou c'est un choix que tu as fait avec lui, bien que la relation était déjà terminée? C'est un choix que j'ai fait pour lui. Bonjour Emma. Salut Sam. Comment vas-tu? Écoute, très bien, je suis ravie d'être là, donc tout va très bien. Et toi? Écoute, moi aussi, je vais très bien. Merci de me poser la question, on me la pose très rarement. Mais est-ce qu'on dit qu'on va très bien parce qu'on est dans une société où il faut tout le temps qu'on dise qu'on va bien ou... Non, tout va très bien pour moi, vraiment. Là, pour ce coup-là, oui, tout va très bien. Bon, alors ça fait plaisir dans ce cas. Emma, tu as fait tes débuts sur MTV et Paramount+, dans une émission qui s'appelle Ex on the Beach. Le pitch, il est hyper simple. Vous êtes 4 nanas, 4 mecs. Vous vous retrouvez pour passer des bons moments ensemble, faire la fête, sociabiliser, faire des rencontres, peut-être même au sein de votre propre groupe. Sauf que, il y a vos ex qui débarquent. Ouais. Et alors là, vous vous prenez une grosse vague dans la gueule. Ouais, là, c'est le drame. On le voit, pour moi, là, c'est l'hécatombe. Grosse crise d'angoisse. Là, ça a été la pire nouvelle pour moi. Donc, ça, on va en parler dans quelques instants. Et elle vient de vous donner une véritable indication, Emma. En effet, tu as fait une crise d'angoisse au moment où tu apprends que ton ex va débarquer. Pourquoi tu fais une crise d'angoisse au moment où ton ex va débarquer? Tu vas nous expliquer pourquoi. Il y a certainement des raisons. Ce que je sais, c'est que tu as coûté cher aussi à la production. Ça, vous aurez la réponse dans quelques instants à cette question également. Mais dans un premier temps, Emma, j'aimerais qu'on s'intéresse à toi, à ton histoire, à celle que tu es, à la femme que tu es devenue et à celle que tu étais pour devenir cette femme. Tu es décrite comme étant solaire, souriante et prude. Oui. Est-ce que toi aussi, tu te reconnais dans cette description? Oui, complètement. Ouais. J'étais la prude du casting, la fille très sérieuse, très pudique. Et c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Donc c'est comme ça qu'on me décrit, que mes amis me décrivent. Donc ouais, non. Après, j'ai cette petite part de folie aussi qui fait partie de moi. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on me décrit en général. Qu'est-ce que c'est être prude? Alors, être prude, c'est faire attention à son corps, à son image. Voilà, je suis pudique, tout le temps en train de me cacher, tout le temps en train de cacher mon corps, pas m'exhiber aux yeux de tous, ne pas embrasser tout le monde. Voilà, c'est ça être prude. Ne pas participer aux jeux un petit peu dits sexuels, etc. C'est tout ça. Donc, j'étais très, très, très différente des autres candidats. Pourquoi tu caches ton corps? Alors, je le cachais. Parce que j'étais très complexée. J'étais très complexée. Quand je suis rentrée dans la villa, j'avais pas encore refait ma poitrine. Et j'ai toujours eu des remarques depuis que j'étais très jeune sur le fait que j'étais beaucoup trop mince, beaucoup trop maigre, beaucoup trop grande par rapport à la norme. Donc quand je suis rentrée là-bas, ça a été très dur pour moi, même de me mettre en maillot de bain et de me dire que ça allait être diffusé. C'était déjà très compliqué pour moi, donc il m'a fallu du temps. Pour l'accepter et pour prendre confiance en moi, ouais. Est-ce que je dois comprendre que tu n'as jamais véritablement été à l'aise avec ton corps depuis que tu es petite? Jamais. C'est très dur d'être skinny, donc j'ai toujours eu des remarques, t'es une girafe, t'as pas de forme, aucun homme voudra de toi, tu rentres pas dans les critères de beauté. Enfin, voilà, donc voilà, ça a fait qu'après, j'ai refait ma poitrine. Ça a été un choix parce que j'étais extrêmement complexée. On entend souvent l'inverse. On entend souvent la douleur de femmes ou d'hommes parce qu'ils sont
en surpoids Aussi, et qu'ils se ouais. sentent donc en marge de la société à cause de ce surpoids. On entend trop rarement parler de cette marge et de cette différence quand on est considéré comme trop skinny ou trop maigre. Je me souviens d'une influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité qui m'en parlait, c'est Chloé Cooper, Oui. qui me disait à quel point ça a été un complexe et à quel point ça a pu être difficile, le regard des autres sur ce corps jugé trop mince. Ouais. Ouais, on ne se rend pas compte quand on ne le vit pas. C'est très difficile pour nous quand on essaye, qu'on se bat pour essayer de prendre du poids, que c'est un réel complexe de tous les jours et puis qu'on n'a pas le choix en fait, qu'on vit avec. C'est dur de se prendre des remarques. C'est très très dur, ouais. Ça veut dire qu'à ton niveau, c'est pas un choix, cette minceur. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis vu que je suis dans le mannequinat, on m'a souvent dit mais mange, pourquoi tu ne manges pas, on t'oblige, c'est pour ton travail. Non, non, c'est juste que j'ai pas le choix. Donc en fait, je vis avec et puis je me prends des remarques dans la gueule et puis je fais avec quoi. Est-ce que ça a un lien avec l'appétit ou rien à voir? Pas du tout. Ah non, je mange comme 4. C'est vraiment génétique, c'est un métabolisme. Mes parents sont très minces, donc je pense que ça vient de là. Je suis très sportive aussi, donc je pense que ça y joue aussi. Mais sinon, ça fait partie de moi. C'est mon identité et puis j'ai appris à l'accepter en fait avec le temps. Tu me dis que tu te prends des remarques souvent dans la gueule. Ça fait longtemps que tu te prends ces remarques dans la tronche? Ouais, depuis que je suis jeune. Depuis que les femmes, que les jeunes filles ont l'âge d'avoir des formes, ont l'âge d'avoir de la poitrine, etc. Donc je pense que c'est arrivé vers peut-être le collège, milieu du collège. Et puis voilà, et puis on sera jamais assez bien pour les hommes. Et puis il y a eu tout ce culte autour des filles aux grosses poitrines, aux grosses fesses. Et puis moi j'étais vraiment en marge de ça, donc. T'as quel âge, Emma? J'ai 25 ans. T'as 25 ans. Ouais. Oui, donc ça veut dire que t'as traversé très jeune la période Kardashian. Exactement, la période Kardashian. Les BBL. Les BBL, et puis vraiment l'explosion de la télé-réalité, les anges, on voyait des filles super bien foutues, Nabila qui était magnifique, enfin tout ça. Et puis donc nous, on rentrait pas dans les critères. Voilà. Et t'avais l'impression que c'était pas ce que recherchaient les garçons posaient pas leur regard sur toi, Ouais. préféraient le poser sur d'autres. Tu te sentais en marge aussi de la séduction? Ouais, complètement. Ça a été dur avec les garçons jusqu'à très tard. Justement pour cette raison-là, parce que j'étais pas assez femme à leurs yeux. Donc j'ai eu vraiment du mal au début avec ça. Et puis vu que j'avais pas du tout confiance en moi, les hommes ont tendance à aimer les filles qui ont confiance en elles, qui s'aiment, qui se trouvent belles. Et puis c'était pas mon cas. Donc j'étais très complexée, j'avais un problème avec le regard des autres, le regard des hommes. Donc ça a été dur. Ça a été dur et ça a été long pour moi. T'as eu un copain à quel âge? Alors, le premier, 15 ans. 15 ans. Le premier, 15 ans, ouais. Ok. Donc, je suis restée 4 ans avec. Ah, quand même. 4 ans avec. T'as été dans une relation sérieuse très tôt. Oui. Ouais, j'étais dans une relation sérieuse très jeune et ça a été une relation qui a été complètement chaotique. Donc, j'ai vécu des expériences dures, très jeune, en relation. Et donc, du coup, ça m'a permis après d'évoluer très rapidement, de prendre en maturité très rapidement. Et puis après, voilà, j'ai continué ma vie avec ça. Cette expérience difficile que tu as vécue très jeune, est-ce qu'elle est en lien avec une interruption de grossesse? Non. D'accord. Non. Je me permets de te poser la Ouais. question et d'aborder ce sujet-là parce que tu l'as abordé toi-même Oui. sur ton compte TikTok. Dans une trend qui consiste à dire ce qu'on veut pour Noël, donc c'était il y a quelques mois maintenant, tu as écrit « J'aimerais un iPhone 16, j'aimerais un sac Chanel et moi pour Noël, je veux juste que mon bébé revienne. Ouais. Hashtag IVG. Ouais. Non, ça, c'est quelque chose qui est arrivé l'année dernière, au mois de janvier 2024. Et puis, ça a été une période très difficile pour moi parce que j'ai toujours rêvé d'être maman, jeune. Ouais. Et puis, je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. Oui. Et donc, c'était un choix. C'était pas un accident, c'était un choix. Et, De devenir maman. De devenir maman, ouais. C'était un choix, je le voulais. Et les choses de la vie ont fait que j'ai pas pu le garder. Et en fait, j'ai fait cette trend pour montrer aux jeunes filles que c'était... Des fois, on fait des choix à contre-cœur qui sont difficiles, mais c'est important de pas les regretter, même si on vit avec tous les jours et que c'est difficile, parce que moi, je vis avec tous les jours. Hein, mais c'est important de faire des choix pour soi et de ne pas les regretter.
Voilà, donc j'ai fait ce TikTok pour cette raison. Et puis voilà. Pourquoi tu pouvais pas le garder, Emma? Ma relation était compliquée. Donc je me suis séparée du papa. Et j'ai su que j'étais enceinte après. Ah d'accord, ok. Donc on n'était plus ensemble. C'était une relation qui était très compliquée, très chaotique. Qui a duré combien de temps? Toxique. Bah, du coup, quelques mois. Et puis ma situation personnelle ne le permettait pas. Professionnellement, j'étais pas accomplie. Psychologiquement, j'étais pas accomplie. Et puis j'étais beaucoup trop malheureuse à ce moment-là. Je ne pouvais pas me permettre de rendre un petit être heureux, alors que moi, j'étais pas épanouie dans ma vie, c'était pas possible. Cette interruption de grossesse, c'est un choix que tu as fait toi ou c'est un choix que tu as fait avec lui, bien que la relation était déjà terminée? C'est un choix que j'ai fait pour lui. Tu l'avais consulté? Je l'avais consulté, ouais. Ouais, je lui en ai parlé. Et puis, il n'était pas pour le garder. Moi, je voulais me remettre avec lui et essayer peut-être, pourquoi pas, de garder son enfant parce qu'on le voulait. Mais voilà, c'était un accord. Ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, on ne l'a pas gardé. Et puis, c'est mieux comme ça, de toute façon. Tu m'as dit, je vis avec tous les jours. Ouais. Ça veut dire quoi, je vis avec tous les jours? Alors, quand j'ai avorté, j'ai ressenti comme un vide sur le moment. Et ce vide, j'ai eu du mal à le combler. Je ne cherche plus à le combler, mais j'ai cherché à le combler pendant très longtemps. Ouais. Puis j'ai dû faire une thérapie pour essayer de m'enlever ce manque en fait, que je ressentais au fond de moi. De quelle façon tu as cherché à le combler? Ça m'a créé une grosse dépendance affective dans mon entourage. Puis je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'en dormais plus la nuit. Enfin, c'était devenu vraiment nocif pour moi. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment une épreuve difficile. Quand on a vraiment ce désir profond d'être maman, c'est très compliqué, très très compliqué. Comment tu as pu être aidée? Alors, mon entourage, qui a été là pour me soutenir beaucoup. Et puis voilà, j'ai consulté, tout simplement. J'ai consulté un psychologue. C'est important. Ça, c'est très important. Et je tiens à le souligner, quand on a quelconque souffrance ou problème, il faut consulter. Il ne faut pas garder les choses pour soi, parce que ça ronge, en fait. Et puis, on peut développer des maladies. Et on peut en souffrir quotidiennement. Et ça peut impacter sur nos relations avec tout le monde, en fait. Pas que les relations amoureuses. Donc, c'est important. Et puis, ça m'a sauvée. Moi, les thérapies, de toute façon, j'en fais depuis que je suis jeune. Et ça m'a toujours sauvé la vie. Ce vide, tu le sens moins aujourd'hui? Ouais. Il t'a laissé un peu tranquille? Ouais. Cette sensation de vide? Cette sensation de vide, je le ressens beaucoup moins parce que je grandis, je prends en maturité. Et puis, on fait le deuil. Voilà, comme toute perte, on fait le deuil. Et en fait, le deuil, il vient avec le temps, tout simplement. Donc je me suis laissé du temps, j'ai accepté de souffrir, j'ai accepté d'être malheureuse, j'ai accepté de pleurer. Et puis, je me suis laissé du temps pour aller mieux, petit à petit. Et pourquoi cette relation, elle était particulièrement toxique? C'est ce que tu me disais juste avant. Alors, c'était un amour très passionnel. Mais on était beaucoup trop toxiques l'un pour l'autre. En fait, je pense que on a une relation compliquée parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde dès le départ. À quel niveau? On s'est connus, lui, il ne voulait pas être en couple. Moi, je suis tombée très, très vite amoureuse. Pour moi, c'était l'amour de ma vie, l'homme de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, il coule encore dans mes veines, ce garçon. Tu l'aimes encore? Je l'aime encore. Mais ça doit être dur alors au quotidien? Ça l'est, mais pareil, ouais. On vit avec. C'est dur d'aimer quelqu'un mais qui n'est pas présent dans notre vie. C'est très dur. Je trouve. Ouais. Je l'ai vécu, moi, ça, il y a très longtemps. Et je me souviens de la souffrance que ça procure. T'es pas heureux? Non. En fait, je suis pas heureuse sans lui, mais je le suis pas non plus avec. Je sais qu'on pourra jamais être ensemble parce que c'est comme ça et qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Donc c'est difficile de l'accepter quand on aime autant. Pour moi, c'est mon premier amour. Pourtant, j'ai eu des relations avant. Donc vivre son premier amour à 23, 24, 25 ans et vivre de telles souffrances, c'est...
C'est dur. Et lui, tu penses qu'il t'aime encore? Je pourrais pas parler à sa place parce que j'en sais rien. Je suis pas dans sa tête ni dans son cœur, donc Mais je t'as sais ton pas. idée? Mais je pense que oui. Je pense que oui. Ok, donc c'est pour vous préserver tous les deux que cette Ouais. relation, vous la continuez pas. Exactement. Pour éviter qu'il y ait d'autres dommages qui arrivent autant pour l'un que pour l'autre. Et ton cœur reste ouvert à d'autres? Ça commence. Ça commence doucement, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un dans la peau, on voit que lui. On voit que lui. Je le cherche partout, je le vois partout. C'est comme ça. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut que je me reconstruise personnellement, que je guérisse, que je fasse un gros travail sur moi. Et puis ensuite on verra. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ma priorité. C'est quoi ta priorité aujourd'hui? Me concentrer sur moi. Me concentrer sur moi parce que j'ai tendance à faire passer les gens avant moi. Je l'ai fait toute ma vie presque. Et dans ces 2 dernières années, je me suis perdue là-dedans. J'ai trop donné, je me suis laissée tomber complètement. Et là, je suis en train de renouer avec moi-même petit à petit. Donc ma priorité, c'est moi, mes projets de vie, mes projets professionnels. Et puis voilà, c'est tout. Tu me parlais de ton rapport au physique avec Ouais. beaucoup de générosité et merci pour ça. Emma, merci pour cette confiance. Et tu me disais que tu avais refait ta poitrine Oui. donc après avoir participé à Ex on Oui. the Beach. Pourquoi? Pourquoi Alors, je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais attendre. Je voulais attendre d'avoir des enfants, je voulais attendre que mon corps peut-être se forme un peu plus. Et puis en fait, quand je suis sortie du programme, j'ai tellement mal vécu en fait mon rapport avec moi-même dans l'émission. J'avais peur de me voir à l'écran, ce qui est encore le cas aujourd'hui. J'ai Donc beaucoup de mal. t'anticipais. J'ai beaucoup de mal à me regarder. Et en fait, je me suis dit... mais ça s'est fait sur un coup de tête. Je me suis réveillée un matin, j'ai dit, je prends rendez-vous chez le chirurgien, je ne peux plus. Et puis en 3 semaines, c'était fait. Mais t'avais pas du tout de poitrine avant? Non. Et ça Non. te complexait? Ça me complexait, ouais. Ça me complexait pas au point où ça me rendait vraiment malade. Voilà, je vivais avec. Et puis, mais c'est vrai que c'était compliqué. Enfin, tu mets des petites robes, tu mets un peu de rembourrage. Enfin, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant passer sur le billard. Et voilà, comme ça, c'est fait. Et puis là, je suis très, très bien maintenant avec moi-même. En quoi ça t'a changé ta vision de toi-même, ta confiance en toi? Alors, En soi, pardon. Je me sens plus femme, moins enfant. Ça, c'est vraiment le gros changement que j'ai ressenti en refaisant ma poitrine. Et puis voilà, maintenant j'ose. J'ose m'habiller, j'ose me montrer. Avant, je n'osais pas. J'étais tout le temps habillée, je me couvrais. J'étais pas... Voilà. Maintenant, j'ose. Je profite de ma jeunesse, je profite de mon corps, je profite de mes atouts, du coup. Et puis je me sens bien, quoi. Et pourtant, t'es mannequin, mais depuis plusieurs années maintenant. Ouais, je suis mannequin depuis 2016. Mais ça va faire 10 ans. ça doit pas être évident d'être mannequin et d'avoir un problème de projection avec son corps. Ça doit être dur. Ouais, c'est très dur. C'est-à-dire que tu fais Très un dur. métier qui te confronte à toi tout le temps. Complètement. Après, ce qui est bien dans le mannequinat, c'est que on est toutes pareilles. On est toutes formées pareilles, on est toutes faites pareilles plus ou moins. Mais ça m'a donné vachement confiance en moi quand je faisais du mannequinat dans le métier. C'est-à-dire que quand je faisais mes défilés, quand je faisais mes photos, je me sentais... pour moi, j'avais des super pouvoirs, tu vois. Tu te sens bien, quoi. Tu te sens bien, tout le monde te regarde, t'es au centre de l'intérêt, donc c'est cool. Mais quand t'es à l'extérieur, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc tu avais cette confiance en soi pendant que tu pratiquais le mannequinat Ouais. et tu la perdais Je la dès que perds. tu fermais la Exactement. porte d'un défilé ou d'un shooting. Exactement. C'est ça. T'es contradictoire. Un peu, hein. Pourquoi? Parce qu'on l'est tous déjà, premièrement, je pense, en tant qu'être humain. Mais toi, tu dirais que c'est quoi tes contradictions principales? Que je dis que j'ai confiance en moi, mais que je n'ai pas confiance en moi. Alors pourquoi tu le dis alors que tu n'as pas confiance en toi? Parce que je pense que c'est une sorte peut-être de protection que j'ai. Je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai tout le temps une allure soignée, j'essaie tout le temps de montrer que ça va, j'essaie tout le temps de montrer que tout est parfait sur moi, mais non, c'est vrai que j'ai pas confiance en moi, ça je le sais. Je le sais, Et t'es chanteuse aussi. oui. Tu chantes?
je chante. Tu peux chanter pour moi? Ah non, là, j'ai dormi qu'1 heure cette nuit, ça va être compliqué. Là. Moi, je peux chanter pour toi si tu me Si demandes. tu peux chanter Mais pour moi. si je le fais, tu le fais en retour? Non, vraiment? Oui. Je peux te donner du courage. Tu peux. Tu veux que je chante quoi? Ce que tu veux. Ok, d'accord, je vais te chanter du Britney Spears. Tiens, moi Tu je suis peux. fan. Allez, Je suis super, Ok. j'adore. My loneliness is killing me and I must confess, I still believe. Ouais, pas mal. À toi maintenant. Purée. Alors attends, qu'est-ce que tu veux que je te chante? Une chanson que tu maîtrises, que tu connais bien. Ce que tu aimes bien chanter quand tu es chez toi, dans ton intimité, personne t'écoute, personne t'entend, t'as confiance en toi parce que tu es juste avec toi-même et Ok. personne te juge. Some people want it all, but I don't wanna fit it all. We're feeling you, baby. If I got you, baby. Pas mal. C'était 2-3 petites notes. Bah ouais, mais t'as un joli grain de voix et en plus Merci. de voix et en plus tu l'as fait. Bravo. Ouais. Voilà, bravo d'avoir Merci. osé. Ça t'apporte quoi la chanson? Alors, la chanson, ça m'apporte plein de choses. Pour moi, c'est une manière de m'exprimer, c'est une manière de me mettre à nu. J'adore faire ça et puis j'adore partager avec les gens tout le temps. Et puis ça, c'est un bon moyen de le faire, donc ouais, j'adore. Et puis ça rythme ma vie. Hein. Je chante matin, midi, soir, en soirée, dans ma douche, dans ma voiture, enfin, tout le temps, quoi. Est-ce que Donc, tu chantes aussi devant la boîte de nuit pour laquelle tu travailles? Parce que t'es physionomiste. Oui. Non, je chante pas. Je chante pas devant la boîte, mais mes collègues ils me demandent tout le temps. Tout le temps. C'est quoi physionomiste? Alors, physionomiste, donc je suis devant la porte d'entrée de la boîte de nuit et donc je décide si tu peux rentrer ou pas. Alors, est-ce que moi tu me laisses rentrer? Mais toi, je te laisse rentrer où tu veux. Il n'y a pas de problème. C'est quel style de boîte de nuit? Alors, c'est une boîte de nuit avec Enfin, c'est une boîte de nuit très... comment dire? Donc déjà, c'est de la house. C'est de la musique house, électro. C'est une boîte de nuit très ouverte, très connue à Cannes. Et puis très orientée communauté LGBT. Ok. Ah oui, donc forcément tu me laisses rentrer. Bah forcément, oui. Tu es vraiment le type exact pour rentrer là-bas. Quels sont les profils que tu ne laisses pas rentrer? En fait, physionomiste, c'est quoi? Ça sert à quoi, concrètement? Alors, moi, je veille à ce qu'il y ait une harmonie dans le club. Donc, je ne vais pas juger sur le physique ou sur la tenue. Ou sur, voilà, c'est vraiment, je vais juger sur le feeling, sur ce que la personne dégage. Voilà, nous, on veut vraiment avoir une vibe particulière, un truc vraiment très culture pop. Voilà, on veut de tout. Voilà, de toutes les couleurs, de tous les styles. Donc du coup, je juge vraiment au feeling, à ce que la personne dégage. Est-ce qu'il y a des candidats d'Ex on the Beach que tu ne laisserais pas rentrer? Peut-être Daniel, mais ça c'est normal. Ça, c'est Pourquoi? normal. Parce que Daniel, il est pas du tout dans ce délire-là. Daniel, il est très... il aime le rap, il aime... voilà. Il aime SCH. Il adore SCH. Ouais. Est-ce que tu ressens une certaine pression du fait d'être une femme qui travaille dans le milieu de la nuit? Pas spécialement. Pas spécialement. Bon, je suis entourée de 11 bonhommes bien baraqués. Ça a été dur au début. Parce que j'étais pas prise au sérieux, évidemment. Ce qui est logique. Mais non, maintenant ça va. Puis les gens me connaissent, puis je suis très bienveillante. Je suis pas une physionomiste qui va tacler ou qui... non. Je suis très gentille avec mes clients. Tu sais que t'es pas la seule à être physio. Ah bon? Non, il y a une autre participante à Ex on the Beach qui est également physionomiste. Qui est physio? Sophia. Ah bon? Sophia, elle arrive à savoir comment est le pénis des garçons. Non mais alors ça... non mais alors ça, c'est exceptionnel. Sophia, c'est ma sorcière bien-aimée. Moi, ça m'a tuée. C'était excellent. Tu n'as pas ce don-là? Non, j'aurais bien aimé par contre, vraiment. Ah, ça sent les mauvaises expériences. Toi, par contre, je pense que tu l'as, ce don. Ah non, je sais pas. Si, je pense. C'est vrai? Oui. Écoute, je testerai sur les autres participants d'Ex on the Beach. C'est vrai que tu as failli faire la saison 8 de La Villa des Cœurs Brisés? Oui. Mais Oui, tu oui. voulais pas être prétendante? Non. Pourquoi? Parce que si je venais à faire de la télé,
je voulais être en tête d'affiche. Voilà, c'était mon souhait, c'était un choix. Je voulais pas venir pour quelqu'un. Je voulais pas. En fait, moi, je suis pas. On le voit d'ailleurs dans les épisodes. Je suis pas quelqu'un qui est avenante, qui est séductrice, qui va faire du rentre-dedans avec quelqu'un. Donc venir en prétendante, honnêtement, j'aurais servi à rien. Donc j'ai préféré décliner et puis voilà. Et tu ne savais Mal. pas, pour Ex on the Beach, bien évidemment, qu'un de tes ex allait débarquer. Non, je savais pas du tout. Mais toi, tu penses que tu participes à quoi? Bah moi, je me suis dit, ça va être sympa. S'il faut, c'est un programme d'aventure. Je me suis imaginé un peu style Les Apprentis. Alors, je suis arrivée là-bas, rien à voir. Mais ouais, je me suis dit, ou peut-être un petit truc comme La Villa des Cœurs Brisés, tu vois, un petit truc sympa. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, pas du tout. Pas du tout. Enfin, on était tous loin de s'imaginer ça. Au bout de combien de temps t'apprends qu'un de tes ex va débarquer dans l'aventure? Je crois que c'était 2 jours. Au bout de 2 jours de tournage, on a appris. Bon, c'est arrivé très vite, hein. Donc tu kiffes quand même pendant 2 jours. Tu kiffes pendant 2 jours, et puis après, tu kiffes moins parce que bah, t'as la pression, en fait. T'as la pression tous les jours de te dire, putain, aujourd'hui, c'est le mien. Et moi, en fait, j'avais tellement peur de la personne qui allait arriver que du coup, ça m'a braquée et je me suis complètement fermée, en fait, au reste. Qui vous annonce que votre ex va débarquer? Alors, c'est la tablette de la terreur, qu'on adore, notre meilleure amie, hein. On l'a adorée. Elle nous a fait vivre des sacrées sensations, celle-là. Mais ouais, c'est elle qui nous annonçait. Mais alors, il faut que tu m'expliques. Comment les ex sont castés dans Ex on the Beach? Je sais que t'es pas la prod, mais quelles sont les informations que t'as? Est-ce qu'on te demande de donner une liste de personnes que t'as côtoyées, Je vais d'ex? t'expliquer, ça on me la demande tout le temps cette question. Parce qu'on me dit oui, c'est pas possible, t'étais au courant, t'as donné les contacts. Non, c'est pas vrai. En fait, quand j'ai été castée, ils ont été très malins. Ils m'ont demandé, c'est quoi ton style d'homme? Donc moi j'ai expliqué, je dis ouais, un peu style Chris Brown, un peu Michael B. Jordan, nanani. Ah ouais? Bah donne-moi des instas de tes ex, on va aller checker un petit peu ce que t'aimes, tu vois, on va voir un petit peu avec qui t'es sorti, comme ça. Et ben j'ai donné, et ben ils les ont appelés. Voilà. Donc t'as montré les instas de tes ex. J'ai donné les noms des Instagram, ouais. Et tu les décrirais comment, toi, tes ex? Est-ce qu'ils ont tous la même DA? Est-ce que le style, t'en as rien à cirer et en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte? C'est quoi, toi? Alors, j'ai un style, mais je ne me fie pas à mon style, en fait. En fait, vraiment, moi, je vibre je vibre pas au physique, je vibre à l'alchimie, en fait. Il y a des personnes, ils vont pas du tout me plaire au premier abord, et puis on va creuser, on va discuter, et ça va débloquer quelque chose. Donc vraiment, j'ai une palette d'ex très, très différente. Ouais, ouais, Donc ça aurait pu être plusieurs ex, ça aurait pu. Et potentiellement. je pensais. Je pensais parce qu'en plus, avec l'une des candidates, on avait un ex en commun. Oui, il y en a une qui en a eu deux. Il y en a une qui Qui a eu deux ex, non? Il y en a un qui en a eu 2. Ah oui, c'est ça. Bah, en même temps que Mais, vous êtes 7, hein, donc... ouais. Mais moi, j'étais comme ça parce qu'avec une des candidates, on avait un ex en commun. Donc on s'est dit, mais il va débarquer, le mec va débarquer, c'est obligé. Mais comment vous avez peut pas su faire que vous aviez autrement. un ex en commun? On se connaissait déjà. On se connaissait de Cannes. Et donc quand elle est arrivée, on a discuté et elle m'a dit, bon, bah, je suis sortie avec ce gars après toi. Donc, et moi, je lui ai dit, ah, bah, super. Donc peut-être le ramener. Mais vous aviez eu des relations longues avec ce gars que vous aviez en Ouais, commun? toutes les deux, on a eu une relation avec lui. Ouais, ouais. Et vous avez pu parler un petit peu de ses défauts? Vous vous êtes Oui. retrouvés sur tout ce qui allait pas? Ah Parce que oui, si oui, vous on n'étiez a- plus avec, c'est qu'il y a des Ouais. choses qui allaient pas. On a vécu exactement la même histoire, toutes les deux, avec lui. Donc, Il vous a fait quoi? le gros pervers narcissique. Non, c'est quelqu'un de gentil, mais qui est très centré sur sa personne. Et voilà, elle a tendance à rabaisser. Et en fait, elle a vécu pas exactement la même chose que moi. Pourquoi tu fais une crise d'angoisse? Crise d'angoisse, je sais que c'est hard. Hein. Ouais. Et toi, c'est une vraie crise d'angoisse. Ouais, ouais. Alors moi, je suis quelqu'un de très anxieuse. Je fais beaucoup de crises d'angoisse dans mon quotidien. Donc Et du là, mal à j'ai- respirer. Ouais, du mal à respirer, les fourmis. Bah, on me voit dans la séquence, je tremble. Bah, presque le malaise en fait. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Le souffle coupé, et puis tu pleures. Moi, ça va, j'ai de la chance, ça sort. Je retiens pas. Mais en fait, je fais cette crise d'angoisse parce que j'étais tellement angoissée, mais vraiment tellement angoissée, parce que j'ai pas fini mes relations correctement avec tout le monde. Mes dernières relations, en tout cas les 3 dernières années, ça s'est pas très bien fini. Donc je me suis dit, bon, si c'est un ex d'avant, bon, à la limite, ça peut passer. Mais alors si on me ramène les 2 derniers, mais alors là, je me flingue. Je me flingue, c'est pas possible. Mais c'était passé quoi avec les deux derniers?
Et relations toxiques, 2 relations toxiques, une après l'autre. Voilà, donc schéma répétitif. Donc la première, j'ai réussi à m'en sortir, il n'y avait pas de souci. Mais alors la deuxième, quand je suis partie dans Ex on the Beach, j'étais encore en plein dedans. Vraiment en plein dedans. Donc je me suis dit, là, faut pas. Je pars exprès pour m'en défaire. Mais alors si on me le ramène, alors là, c'est le pompon, quoi. Et est-ce que Kevin, donc celui qui débarque pour toi, était un de ces deux? Oui, c'était le dernier. Oh, c'était le pire alors. C'était le pire. On pouvait pas mieux faire, là. Franchement, on pouvait pas mieux faire. Vraiment. Et c'est pour ça que son arrivée, elle est... Je crois que c'est l'arrivée la plus choquante. Mais pardon, mais normalement, t'as plus envie de continuer une aventure quand il y a un ex avec qui ça s'est mal passé qui débarque. Ah non, moi, de toute façon, quand je l'ai vu débarquer, là, en fait, t'es perdu, tu sais plus. Tu sais plus quoi faire, tu sais pas. Et en plus, quand il vient et qu'il te dit je suis là pour kiffer, super, bravo mec. Tu m'as fait la misère pendant 6 mois, et puis là, tu viens et tu me dis que t'as envie de kiffer. Non mais ça va pas. Vous en profitez pour faire un règlement de compte ou il avait été déjà fait au moment de la rupture? Alors, on n'a jamais eu de règlement de compte avec Kevin. On n'a jamais fini l'histoire. C'est toujours, on revient, et puis on dit que c'est fini, et puis on revient 2 jours après. Voilà. Donc en fait, ça s'était terminé. On s'était dit ciao, on était en contact de temps en temps. On se parlait, on se croisait en soirée. Et puis moi, je suis partie, donc plus de nouvelles, etc. Et donc quand il est arrivé, c'était coucou, t'es contente de me voir? Moi, je suis ravie. Bah lui, il avait l'air content, vraisemblablement. Bah oui, il venait pour garder un œil sur moi. Bien sûr qu'il était content. Mais pourquoi garder un œil sur toi? Ça veut dire qu'il voulait quand même continuer quelque chose avec toi, peut-être? On a un lien qui est très... on a beaucoup de possessivité l'un envers l'autre. Okay. Donc que je parte comme ça en tournage sans lui donner de nouvelles, c'est jamais arrivé. Hein. On n'est jamais resté plus d'1 semaine sans se donner de nouvelles. Donc pour lui, c'était pas possible. Donc il est arrivé et je pense en partie pour pas me laisser là-bas faire n'importe quoi toute seule. T'étais piquée encore? Ah oui, j'étais très 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 amoureuse de lui. Très 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 amoureuse. C'était vraiment sincère et profond ce qu'on a vécu là-bas. Mais c'est pas un peu dangereux alors dans ce cas de l'envoyer en test, comme tu dis dans les épisodes avec Sophia, et un test qui est peut-être pas très concluant? Tu vas me répondre, mais peut-être qu'il a cédé à la tentation, parce que quand on se partage un piment dans la bouche et que ça ressemble à un baiser, est-ce que c'est pas céder à la tentation? Quand on fait un tech-paf sur la poitrine d'une autre nana, est-ce que c'est pas céder à la tentation? Non, pour moi, c'est pas céder à la tentation parce qu'on est dans une télé et puis voilà, on est là, on est en communauté, on est comme une petite famille, bah voilà, des fois on se laisse un peu aller. Mais il y avait des limites. Et on le voit d'ailleurs dans les épisodes. Moi j'avais mes limites, il avait ses limites, mais on avait aussi ce petit grain de folie, voilà, on est en communauté, on est tous potes, et puis let's go. Mais après, quand j'ai demandé à Sophia de le tester, je l'ai regretté après. Je l'ai regretté par rapport à lui. Pour quelle raison? J'ai culpabilisé en fait, parce que quand il a rien fait, je me suis dit, le mec, il vient, ça fait 6 mois que j'attends qu'il se bouge le cul et qu'il me dise je t'aime, je veux qu'on soit ensemble. Il le fait, et moi, au lieu d'en profiter, j'essaie de le tester. Et en fait, je me suis dit, il va m'en vouloir. Il va m'en vouloir de me donner et que moi, je le prenne, enfin, je lui fasse ça dans le dos. Genre, t'es une manipulatrice. Ouais, voilà, genre, je veux lui faire un coup dans le dos, je veux le tester, mais on a quel âge pour le tester, enfin... Mais je sais pas, je l'ai senti sur le coup, je me suis dit, allez, tente, et puis on voit. On voit s'il peut replonger dans ses vieux démons, tu vois. Est-ce que tu en as voulu à Sophia aussi? Pas du tout. Pas du tout. Sophia, elle a été réglo, puis je lui ai demandé, quoi. Elle a pas fait ça naturellement, donc si elle l'avait fait naturellement, peut-être que, voilà. Si j'avais appris que le piment avait été échangé, mais que, elle était trop contente, et c'est elle qui a initié le truc, non. Tu l'as obtenu, ton je t'aime de Kevin? Oui. Pour la première fois? Pour la première fois. Il t'avait jamais dit je t'aime? Jamais. Mais alors qu'est-ce qu'il fait qu'il te le dit dans Ex on the Beach? Tu te rends compte quand même, il faut une aventure comme ça pour qu'il puisse te manifester ses sentiments? Ouais. Bah parce que son explication, ça a été « tu es partie ». Donc, je suis partie sans donner de nouvelles. Je suis partie peut-être 2 semaines sans téléphone, sans rien du tout. Et il m'a dit j'ai ressenti un vide, en fait, quand t'es partie. Je me suis rendu compte que c'était toi, en fait. Donc let's go. Et alors là, c'est l'explosion.
quand tu te bats pour quelqu'un pendant des mois et des mois et des mois et que tu te prends des non, mais je voudrais jamais être avec toi, c'est impossible, là, c'est un sentiment de plénitude. Mais au final, une relation qui a été toxique un jour, est-ce qu'elle ne Ouais. sera pas toxique toujours? Si. Si. Et là-bas, le problème, c'est que j'ai voulu y croire et j'ai voulu prôner le fait que quand on aime quelqu'un, il faut se battre, mais il faut se battre quand c'est donnant-donnant. Il ne faut pas se battre dans le vide. Quand la personne en face, elle te fait la misère, ne te bats pas, en fait, pars. Pars. Il y a 1 milliard de personnes sur cette planète. Quelqu'un qui ne te respecte pas, qui te piétine. Mais il ne te respectait pas? Non. De quelle façon il ne te respectait pas? Il ne respectait pas mes limites, mes attentes. Après, il a toujours été clair, on va dire, sur le fait qu'il n'était pas prêt à avoir une relation vraiment sérieuse. Donc nous, en fait, on s'est côtoyés pendant 6 mois, mais ce n'était pas sérieux. Voilà, c'était une relation... Ah, vous vous fréquentiez? On se fréquentait. Ouais, on se fréquentait, ouais. Mais moi, j'étais tellement amoureuse de lui. Tellement. Et tu lui disais pas? Si, il le savait. Ah, ok. À moi, au bout de 2 semaines, je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je voulais être avec lui, que... Oui. Il l'a toujours su. Mais il n'était pas prêt. Après, il a toujours été honnête, tu vois. Depuis le départ, il me disait « je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt », tu Il vois. te trompait? Tromper, je sais pas si on peut dire ça tromper, du coup. On n'était pas ensemble. Bah ouais, mais tu l'aimais. Ouais. À moins que tu sois libertine, et auquel cas, Non, c'est non. ok, Mais quoi. moi, il me le disait. Il me disait « je vais voir ailleurs, si t'es contente, tant mieux. Si t'es pas contente, tu t'en vas, quoi. » Ah, il t'a annoncé la couleur? Ah, bien sûr, moi, j'étais au courant de tout, évidemment. Et toi, tu subissais ou t'acceptais? Je subissais. Ah, je pleurais tous les jours. Il me voyait tous les jours pleurer. Et je lui faisais des crises. Il allait en boîte de nuit. Je me pointais dans la boîte. Enfin, c'était horrible. C'était horrible. Moi, je suis devenue folle hystérique à cause de lui. Chose que je ne suis pas du tout à la base. Pas jalouse, pas possessive, pas du tout dans le conflit. Je fais confiance à 100% à mon partenaire. Mais lui, c'était une catastrophe. C'est pour ça que ça n'a pas tenu, d'ailleurs, quand on est sortis. Et pourquoi t'as pas essayé de le rendre jaloux, toi aussi? Parce que je savais que j'allais le perdre si je faisais ça. Avec Karl, par exemple? Je savais que j'allais le perdre. Je savais très bien qu'au moindre faux pas, moi, je le perdais. Et j'avais tellement peur de ça. Ah ouais, mais c'est pas juste. C'est déséquilibré, ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire, lui, il a le droit, pas toi. Ouais. Lui, il peut avoir des incartades, pas toi. Oui. Ça Mais veut dire quoi, ça? En fait, des milliers de fois, je lui ai dit, mais alors, toi, c'est open bar et moi, en fait, je peux rien faire, tu vois, alors, dans ces cas-là. Et il m'a dit, oui, on a chacun nos limites. Voilà. Moi, j'accepte des choses, toi, tu vas pas les accepter et inversement. Enfin, c'est un peu malsain, non? Moi, je lui trouve toujours des excuses, alors. Je sais pas, il y a un dicton qui dit que quand ça manque d'équilibre, quand ça va pas dans les deux sens, forcément, à un moment donné, la balance, elle penche plus d'un côté. Et le déséquilibre, il est dur à rattraper après. On n'a jamais réussi, On n'a jamais réussi. C'est pour ça que ça n'a pas tenu après, quand on est sorti d'Ex on the Beach. C'est que j'avais tellement de rancœur, il m'avait fait tellement de mal et j'avais tellement plus confiance en lui, j'ai jamais eu confiance en lui, que je lui faisais vivre un enfer. T'as pu passer à autre chose? Non. Ah, toujours pas? Non, toujours pas. Donc tu l'aimes encore? Ouais. Ok. C'est dur, ça. Et 2 ans maintenant. Oui. Ouais. C'est dur, ouais. Et la diffusion, vous la vivez comment? Compliqué. Quand ça a été annoncé que ça allait sortir, j'étais très 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 stressée parce que de replonger dans notre relation, j'essaie de faire mon deuil petit à petit, j'essaie d'aller mieux, même si on est toujours en contact. J'essaie d'avancer dans ma vie et puis de m'ouvrir à d'autres personnes. Et puis là, ça nous replonge en fait dans ce qu'on a vécu. Donc c'est dur. C'est dur parce que dans les images, je vais le voir amoureux, je vais le voir me regarder avec des yeux d'amour, chose qui n'est plus arrivée depuis longtemps. Donc c'est ça, je pense, qui va être le plus difficile pour moi. Et Karl, t'étais pas réceptive à ses avances parce que Kevin ou parce qu'il est bi? Ah non. Karl, ce qui s'est passé, c'est que physiquement, c'était pas mon style. Je le trouvais très beau, mais c'était pas... c'était pas... Voilà. Après, on a une connexion très forte mentale. On s'est entendu sur plein de sujets. On a des centres d'intérêt communs, spirituels, religieux. On adore la musique, voilà.
Et puis justement, quand on a eu l'annonce des ex, moi j'ai eu un blocage et je me suis dit, si c'est Kevin qui vient, il m'en voudra toute ma vie. Donc je peux pas. Est-ce que c'est parce qu'il t'a dit nique ta race? Je l'ai pas vu ça, je l'ai vu qu'à la diffusion, non. Oh là là, non. Sur le coup, ouais, c'est vrai que ça a été dur ça. Hein. Ça a été dur de l'entendre, mais bon. Et puis il y a l'ex de Karl aussi qui débarque, Pharrell, et qui dit, lui, il estime que t'as pas ta place dans cette émission. Ouais. Pourquoi? Ah ça, je l'entends encore aujourd'hui. Hein, Mais pourquoi sur t'aurais les pas ta réseaux, place? tout ça. Bah, selon eux, j'ai pas ma place parce que je suis trop sensible, je me prête pas au jeu, je veux pas embrasser toute la baraque, je veux pas montrer mes seins, voilà. Donc j'ai pas ma place ici. Pourquoi les autres, elles montraient leur nichon? Oui. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Et- Ah bah Moi oui. j'adore, hein. Moi je le dis sans aucun Moi jugement. j'adore. Et toi tu montrais pas tes Mais nichons? non. Déjà j'en avais pas, donc mais non. Mais chacun fait ce qu'il veut en fait. Exactement. Bah oui. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'avec Kevin vous étiez un peu genre seul contre tous? Ouais. On a l'impression que vous avez toute la maison à dos. Oui, à un moment, on a eu toute la maison à dos parce que on ressentait cette pression, en fait, on ne pouvait pas vivre notre relation tranquillement. On se respectait, on avait envie de ça, on avait envie de vivre notre histoire d'amour. Et puis, on se prenait tous les jours des « oui, mais il faut que vous soyez dans le mood, sinon ça va pas aller, vous n'allez pas vous intégrer, nanani, nanana, la pression, la pression, la pression, la pression. » Et à un moment, ça pète, en fait. Voilà. Il y a des personnalités d'émissions avec lesquelles tu t'es pas du tout entendu? Oui, Qui? Antoine. Antoine Goretti? Ouais. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que il a eu des comportements qui, moi, voilà, j'ai pas accepté. Donc, à partir du milieu de l'émission, on a arrêté carrément de se dire bonjour. On se calculait même plus. Parce qu'il a eu des comportements qui, moi, m'ont choqué. Donc, j'ai pas... Quels comportements t'ont choqué? Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le soir où on s'est embrouillé avec tout le monde. En fait, tout allait très bien. Et en fait, il s'est servi de cette embrouille pour nous hurler dessus, avoir des comportements border, violents. Enfin, non. C'est-à-dire pour faire des séquences, tu penses? Oui, je pense, ouais. Ouais, je pense. Parce qu'il me semble que son surnom, c'était quoi? Il y a certains qui l'appellent Commedia dell'arte. C'est moi, ouais. Ah, c'est toi! C'est toi l'instigatrice de ça? Exactement, oui. D'accord. Ah bah je l'ai en face de Commedia moi. dell'arte, ouais. L'instigatrice du surnom Ouais. d'Antoine, Commedia dell'arte. Ouais. Mais violent comment? De la violence. Tu sais, la violence, c'est pas seulement des gestes. Il y a des regards, les regards noirs, plein de choses, des mots, des paroles, des choses qui, moi, c'était pas Mais possible. qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement pour qu'on puisse comprendre qui t'a tant choqué que ça? Alors là, je pourrais plus te dire maintenant. Il faut que je revoie les images, mais je sais que j'étais extrêmement choquée sur le coup et que je voulais partir. Je voulais prendre mes valises et partir. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et faites qui, moi, m'ont choquée. Pareil, il s'est embrouillé avec Ophélia un jour et j'ai cru qu'il allait lui en mettre une, quoi. Donc on s'est tous interposés, mais ouais, ça a été... Enfin, non. Parce qu'il s'est pris une sauce là sur les réseaux il y a quelque temps. Les gens lui reprochent de s'être créé un personnage de féministe sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, alors que dans Ex on the Beach, il a un comportement de gros bof. C'est ce qui se dit. Hein. Est-ce qu'on peut être féministe et bof? Je pense que c'est... En fait, il a fait l'émission et il a fait son contenu féministe après. Donc je pense qu'en fait, il a changé totalement sa DA, tout simplement. Je pense qu'il a dû se réveiller et se dire, bon, bah, voilà, je veux défendre ça, et puis c'est tout à son honneur, d'accord, très bien. Après, c'est vrai qu'il se prend une sauce parce que je pense que du coup, ça correspond pas. En fait, les deux contenus ne correspondent pas l'un avec l'autre. L'émission ne correspond pas avec le contenu qu'il a fait après. Ça va pas ensemble. Mais est-ce qu'il a pu, selon toi, véritablement changer depuis le tournage et devenir ce Antoine Goretti féministe qu'on voit sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'il s'est créé un personnage de féministe pour les réseaux sociaux? Moi, je pense qu'il se... franchement, je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas te répondre là-dessus parce que je sais pas et je veux pas émettre de jugement alors que je n'ai pas d'idée là-dessus. Enfin, moi, sa vie, elle m'intéresse pas. Je regarde pas ce qu'il fait. On a donc, tous une idée quand même. Franchement, non. Non. Moi, c'est vraiment un sujet que j'aborde pas parce que après, c'est des trucs problématiques. Non. Ah, moi je trouve pas, mais je respecte ton choix. Mais je trouve pas que ce soit problématique de dire si quelqu'un s'est créé un personnage féministe ou non.
mais vraisemblablement, tu ne veux pas y répondre, alors je vais le Ouais. respecter. On va changer de sujet. La voix off de l'émission, c'est évident. Est-ce que c'est évident à la diffusion d'être jugé Je l'adore. Je et l'adore. d'être clashé Ah, je par l'adore. une voix off? Ah, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Non, franchement, ça rajoute du peps. C'est génial. On s'en prend plein la gueule, mais on adore. Heureusement qu'on a tous de l'autodérision parce que là, on s'en prend bien. Hein. C'est quoi, toi, qui revient? Pour l'instant, j'ai rien pour l'instant. Sur moi, il n'y a rien pour l'instant sur les épisodes. Mais moi, ça me fait mourir de rire de voir les autres s'en prendre plein la tronche. Alors, Sophia, elle s'en prend. Oh, elle s'en prend plein la gueule. Mais J'adore. elle dit des vérités, cette voix, ou c'est exacerbé? Non, elle dit que des vérités. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon. Au moins, ça vous prépare à ce qui se passe sur les réseaux Ouais. sociaux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Emma, pour la suite? T'as envie de quoi dans un futur proche? Alors moi, j'aimerais bien retourner en tournage, là, prochainement, j'espère. Ça t'a plu? Ouais, j'ai adoré. Je suis très nostalgique de voir les images, donc j'ai vraiment envie de repartir en tournage. Il y a une émission que t'as envie de faire? J'aimerais bien faire La Villa, des cœurs brisés. Ouais. Ouais, puisque ça va dans la suite logique des choses. Anticipons, alors dans ce cas, ta problématique, ce Ouais. serait quoi? Ce serait peut-être... je suis toujours sous l'emprise de mon ex, peut-être. Ok. Voilà. J'aimerais sortir de l'emprise de mon ex. Ouais. Non, ce serait ça. Et puis après, avoir que mes projets pro se concrétisent, le mannequinat. J'aimerais bien signer avec des marques, faire de l'influence. Enfin, voilà. Merci, Emma. Merci à toi. Emma, au-delà de te retrouver dans Ex on the Beach sur MTV et Paramount+, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ouais. Ton compte Instagram, c'est Emma Pepino. Oui. C'est italien? Italien. Ah, Oui. parla italiano? Et non, malheureusement. Et ton compte TikTok, c'est Emma Pepino. Ouais. Aussi. C'est joli, ça sonne très bien en tout cas. Merci, c'est gentil. Emma, merci pour Merci ces à confidences toi. en toute intimité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle candidate ou un nouveau candidat d'Ex on the Beach. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.